Nous allons vous demander d'être attentifs puisque cette table ronde porte sur les nouvelles frontières de l'investissement et sur les nouveaux investisseurs. Nous allons donc, après cette table ronde, passer parmi vous pour vous demander votre contribution en tant que nouveaux investisseurs sur des projets que nous vous aurons proposés en cours de route. Voilà. Cette table ronde donc est consacrée aux nouvelles frontières de l'investissement, aux nouveaux investisseurs. En réalité, c'est un sujet très vaste, mais qu'on va essayer de concentrer sur des objectifs très particuliers et précis. On va angler le débat. Pourquoi ? Parce que finalement, on a l'impression qu'on est dans une situation qui a d'ailleurs été évoquée déjà en partie ce matin, mais qui est une situation curieuse et d'une certaine manière aberrante. Il y a beaucoup d'argent à travers le monde, de l'argent disponible, il y a des besoins en investissement et les deux ne se rencontrent pas. Et donc on va essayer de voir pourquoi, à l'heure actuelle, il y a cette panne dans l'investissement, où les investisseurs pourraient utilement aller porter leurs efforts et en même temps, quels sont les efforts que devraient, de leur côté, également accomplir ceux qui recherchent des investissements. Alors, moi, je ne veux pas parler trop longtemps parce que ce n'est pas moi qui suis intéressant du tout, ce sont nos intervenants qui sont intéressants. Nous avons parmi nous donc Madame Ahluwalia, qui vient de l'Inde, qui est présidente du Conseil pour la recherche sur les relations internationales en Inde, et c'est une grande spécialiste également des questions d'urbanisation, et qui, évidemment, les grandes villes, notamment en Asie, sont des moteurs et des acteurs très importants du développement économique. Et nous parlerons d'ailleurs de ces questions également avec Bruno Lafont, qui est mon voisin, qui est le PDG de Lafarge, qui est depuis 30 ans dans cette entreprise et qui connaît bien le terrain international, puisque vous avez opéré en Turquie, aux États-Unis et en Chine, et vous êtes d'ailleurs le conseiller du maire d'une ville chinoise qui pour la Chine est petite, mais qui pour nous est quand même considérable, puisqu'elle a, je crois, 32 millions d'habitants. Donc vous avez une vision quand même des choses très précises sur la manière dont les investissements peuvent être opérés dans ces pays émergents. Et puis nous avons également avec nous John Lipsky, qui a été le premier directeur général adjoint du FMI, qui a assuré l'intérim de la direction générale du FMI dans des conditions un peu particulières. Mais nous, Français, on a été très intéressés de vous connaître, parce que d'abord, vous étiez là apparaissant dans des circonstances qui ont fait qu'on était directement concernés. Et puis je dois vous dire que moi, qui suis un amateur de football, et en ce moment c'est donc la Coupe du Monde de football, j'ai été très intrigué parce que je vous ai vu, vous avez la même paire de moustaches que le président de la Ligue de football professionnel en France, qui est un acteur important également de l'économie française. Et vous nous direz comment vous voyez évidemment globalement cette question de relation entre investisseurs et ceux qui cherchent l'investissement. Vous n'êtes pas forcément très optimiste. On va parler de ça avec vous. Et puis, bien sûr, nous allons avoir également la visite de Mostafa Terrab, qui est le président de l'Office chérifien des phosphates. Il est un peu en retard, mais c'est parce qu'il y a un décalage horaire. Vous savez que le Maroc compte 1 heure de retard sur la France, et c'est donc la raison pour laquelle il a un peu de retard. Nous aurions dû également avoir le ministre des Finances sénégalais, mais il se trouve que le gouvernement sénégalais a démissionné en bloc il y a 3 jours, donc il a préféré s'abstenir, et au moins ça montre qu'il y a un équilibre total entre les pays des différentes régions du monde. Les gouvernements sont aussi vulnérables en Afrique qu'en Asie, qu'en Europe et qu'en Amérique. Voilà. Donc je vais passer maintenant la parole à Christian de Boissieu, qui est, comme vous le savez, du Cercle des économistes, qui est un économiste renommé, patenté, qui en France divulgue fréquemment ses conseils éclairés et ses analyses que nous, médias, nous recherchons particulièrement. Et Christian, hier, Augustin de Romanet, lors d'une table ronde, a utilisé cette formule. Il a parlé d'une guerre mondiale entre l'investissement
et l'épargne. Alors, est-ce que nous en sommes là? Est-ce que nous sommes en train de manquer une occasion historique, puisqu'il y a là des possibilités de développement économique, mais que l'argent ne vient pas alors qu'il est présent? Est-ce que c'est une situation qui va durer? Et si elle dure, est-ce qu'elle va nous conduire vers des cataclysmes qui pourraient être particulièrement dangereux? Merci Olivier, bonjour à tous. Je vais prendre ta question d'emblée et puis je développerai 2 ou 3 thèmes après. Je pense que nous allons continuer à vivre pendant encore un certain temps dans cette situation que tu as qualifiée quasiment de paradoxale et qui n'est peut-être pas. C'est-à-dire une situation d'abondance de liquidités, d'abondance d'épargne d'une certaine façon et de manque d'investissement. Alors j'allais dire productif. Ce qui est important, ce n'est pas uniquement les investissements dits productifs au sens strict du terme, c'est l'ensemble des investissements à la fois matériels et immatériels. Je pense que dans le monde d'aujourd'hui, il ne faut pas trop chercher à mettre de frontières a priori entre le matériel et l'immatériel quand on parle de l'investissement. Ceci dit, les 3 jours de cette conférence, ça vise justement à aborder la question de la tuyauterie au sens non péjoratif du terme, c'est-à-dire comment essayer de mieux articuler tout ça pour avoir plus de croissance et moins de chômage. Et je voudrais donner mon avis rapidement et pour contestation possible et j'espère certaine de la part de nos amis de la table ronde sur 2 ou 3 points liés au thème qui nous réunit ce matin. Première question, au fond la crise a fait apparaître un début de fragmentation de la finance mondiale. Les études empiriques ont montré qu'il y avait une tendance avec la crise mondiale à une réduction des mouvements internationaux de capitaux. Question, est-ce que c'est durable? Ma réponse est non, en tout cas, et je mets ça sur la table pour le débat. Je pense que le phénomène de globalisation financière qui a été un peu ralenti, voire un peu réduit par la crise, va se poursuivre. Et donc, la concurrence que tu évoquais, tu parlais de la guerre. Ce n'est pas une guerre entre l'épargne et l'investissement, puisque le bouclage macro que rappelait Pierre Jacquet tout à l'heure fait qu'il se retrouve, in fine, expose, comme on dit dans le jargon des économistes, au plan mondial, l'épargne et l'investissement. Le débat, c'est le problème de la concurrence entre les territoires pour attirer plus d'épargne, plus d'investissement, avec dans certains cas des jeux à somme nulle entre les uns et les autres, dans d'autres cas, ce qu'on appelle des jeux à somme positive, où vous pouvez avoir des jeux gagnant-gagnant. Bon, et donc moi je pense que cette concurrence véhiculée par la globalisation dans le domaine de la finance et de l'investissement va continuer et sans doute s'accentuer. Deuxième question qui est impliquée par le thème de la table ronde, les débats nombreux autour de la nouvelle géographie de l'investissement. Alors, pour aller tailler à la serpe rapidement quelques points, ce qui m'a frappé dans l'évolution récente, c'est d'abord une augmentation des flux sud-sud par rapport, en tout cas, à la crise des années 1970. Regardez les investissements des fonds souverains des pays du Golfe. Ils restent investis vers les pays du Nord, mais ils ont augmenté leurs investissements vers les pays du Sud. Je pense vers certains pays du Maghreb, pour prendre cet exemple-là. Deuxième mouvement que j'appelle tectonique, même si ce n'est pas des révolutions en général, je pense que la crise fait éclater la notion de BRICS. Que la crise des pays émergents, qui a commencé il y a 1 an et demi, qui s'est beaucoup calmée depuis, trop tôt pour dire qu'elle est terminée, cette crise des pays émergents, fait que les investisseurs sont obligés aujourd'hui d'adopter une catégorie qui n'a rien à voir avec les BRICS, inventée il y a 20 ans. Les investisseurs doivent faire du country picking, pays par pays. Ils ont l'habitude de faire du stock picking, souvent, action par action. Il faut ajouter une démarche pays par pays, quand ce n'est pas une démarche, et notre ami indienne, je sais, y reviendra, quand ce n'est pas une démarche, j'allais dire, infranationale. Troisième mouvement important qui se décide, l'arrivée, j'insiste pas, c'est tellement connu, l'arrivée d'une deuxième vague de pays émergents qui attire de plus en plus de capitaux, les nouveaux pays émergents. Alors on donne toujours l'exemple du Vietnam, mais ce n'est pas parce que le Vietnam se développe que la Chine, l'Inde et d'autres pays de la première vague sont abandonnés, mais veut dire les vagues se développent, se multiplient. Quatrième mouvement sur lequel je vais insister,
l'importance croissante de l'Afrique. Alors, Christine Lagarde en a parlé tout à l'heure en évoquant la croissance à 5 ou 6% de l'Afrique. Moi, ce qui m'a frappé, c'est la résilience de l'Afrique vis-à-vis de la crise mondiale. On connaît les raisons, j'insiste pas là-dessus, mais quand vous regardez les perspectives des 10 prochaines années, je considère qu'un certain nombre d'entreprises, pas Lafarge, ou pas évidemment notre ami Terrab qui va arriver, sous-pondèrent l'Afrique, mais j'avais été très frappé des propos d'un ministre marocain de l'industrie il y a quelques mois, venant à Paris et disant les entreprises de taille intermédiaire françaises et les PME françaises ont tendance à sous-investir dans un certain nombre de pays africains et même au Maroc, auquel nous sommes liés par des traditions historiques, culturelles que vous connaissez bien. Et je pense que quand on raisonne sur les pays émergents et les pays en développement, il n'y a pas que l'Asie, il n'y a pas que l'Amérique latine. L'Afrique est là, et en Afrique, il se passe des choses sur lesquelles je pense on va revenir. C'est que l'Afrique devient une lutte, un terrain de lutte d'influence, non seulement entre les pays développés, c'est évident, la Chine, les États-Unis, la France, les autres pays européens, mais également entre pays africains eux-mêmes. Vous avez comme mouvement tectonique en Afrique des mouvements qui m'impressionnent. Le Maroc descend vers son sud et l'Afrique du Sud remonte vers son nord. Ils vont se retrouver quelque part. Alors, je ne sais pas si ça sera à Brazzaville ou ailleurs. Ils vont se retrouver quelque part, mais ces mouvements, disons, de l'investissement direct, plus que de l'investissement de portefeuille, à mon avis, est relativement structurel. Troisième point, et j'avance, parmi les questions que nous allons aborder, il y a la question des villes. Moi, ce qui me frappe, c'est que quand on aborde ces problèmes d'investissement, il faut une banalité combinée approche par le haut, top-down, et approche par le bas. Et je suis très sensible en ce moment aux approches par le bas. On va y revenir avec les villes indiennes. Est-ce que je profitais du fait que j'ai pour quelques minutes la parole pour vous dire que du côté français, l'approche de l'investissement et du développement par la décentralisation, des initiatives qui viennent du bas, et le bas, ce n'est pas péjoratif, me paraissent s'inscrire totalement dans un projet qui me mobilise beaucoup, comme il mobilise d'autres personnes dans cette salle, Cédric Villani et d'autres qui étaient présents durant ces 3 journées, l'Expo universelle de 2025. Je fais de la pub parce que je pense que dans un contexte où tout nous sépare, tout nous ramène au court terme, tout nous divise, le projet de la France candidate à l'Expo universelle de 2025 est extrêmement riche et prometteur en infrastructures, en externalités, en manière de mobiliser les jeunes et de leur proposer autre chose qu'un taux de chômage de 23 ou 24%, je parle de la France, quand il n'est pas à 54% comme en Espagne. J'ai presque fini pour dire... Christian, il faut terminer parce que là, vous êtes en train de faire de l'inflation en secondes. Oui, mais oui. Je termine en disant, parce que le débat est crucial, que quand je parle de l'Expo universelle de 2025 ou d'autres projets à financer, je suis persuadé que le système financier saura trouver les financements innovants dont nous avons besoin. Je ne suis pas très inquiet sur l'imagination des systèmes financiers. Je suis plus inquiet sur la capacité des réglementations bancaires et financières à ménager le long terme aujourd'hui. C'est un débat dont nous avons déjà parlé et qui me paraît central. Et je suis également plus inquiet sur la capacité des agents économiques, c'est-à-dire nous tous, à, compte tenu du brouillard ambiant, retrouver de manière spontanée le sens et l'envie du long terme. Merci de votre attention. Merci Christian. Je vais me tourner maintenant vers John Lipsky. Vous avez passé au total, en 2 séquences différentes, mais 15 ans au Fonds monétaire international. Par conséquent, c'est un positionnement qui vous permet d'observer les grands mouvements des marchés financiers et des investissements à travers le monde, de la manière dont se construit un développement économique. Et lorsque nous nous sommes rencontrés ce matin pour préparer cette table ronde, vous avez exprimé, je ne dirais pas du pessimisme, mais quand même un doute sur la capacité à relancer les choses, notamment en raison d'une panne dans les pays émergents. À vous. Thank you very much. First, excuse me, I'm going to speak in English. I know many of my friends here speak better English than I do, especially all the graduates of École Normale Supérieure. And
For the rest, the translator's French is so much better than mine, so please excuse me. But I also want to thank the organizers for inviting me here and really to congratulate them. It seems every year this gets better and better. What a wonderful occasion, and I want to congratulate the Cercle Économiste on this. Okay, I will talk about some macro ideas, hopefully in the end, not pessimistic, but let's start from a realistic base of what the situation that we confront. I will follow a figure that was mentioned by Christine Lagarde earlier. According to IMF calculations, today, world output is about 8% below potential. That's quite serious, a large gap between what we could be producing and what we are producing. For the advanced economies, the gap is even larger. And for me, it's sobering to think that when the G20 leaders met in Toronto in June of 2010, the IMF constructed an optimistic scenario, a base case scenario, and a pessimistic scenario. And today, output globally is 2% below the pessimistic scenario. So realistically, things have not gone very well relative to what we thought. And when we ask, why has this happened? The numbers tell a somewhat different story than the, I think, conventional wisdom. If we look on the demand side, we see that investment is about 18% below trend, a giant shortfall from where we could have hoped that we would have been. And this includes also the emerging deficit countries. In fact, for the emerging economies, consumption has been a bit above trend. So it has not, in these countries, been a shortfall of consumption. But for most advanced economies and many emerging market economies and developing economies, capital labor ratios have been falling because of the shortfall of investment. So now when we look on the supply side and ask, where do we see this 8% shortfall? Where does it come from? About 5%, 5 of the 8%, according to IMF calculations, comes from a shortfall in productivity growth that reflects directly the lack of investment or the shortfall of investment. The decline in participation rates only accounts for a little more than 1% of that shortfall, and the decline in employment only accounts for a little more than 1% of the shortfall. In other words, the problem, the critical problem for the global economy has been a dramatic lack of investment relative to where it should have been and where we thought it would be, and the impact that that has been on economic performance. There is an exception, of course, and that's China, where investment has been at it's a huge percentage of the economy, nearly 50%, and until recently has been growing relatively rapidly. So in China, conversely, capital labor ratios have been going up, but there is a question about the efficiency of that investment. So what should our goals be as a global economy? What should we be trying for? 3 goals, obviously. Bring growth back to potential. That means use effectively the resources that exist. Secondly, raise potential growth by increasing the efficiency of our economies. And third, rebalancing growth so that the expansion is in the areas that are most useful, productive, and desirable. Now, you probably are aware that the G20 finance ministers meeting in Sydney earlier this year have pledged to take actions that will raise GDP, raise output by 2% relative to current expectations, current forecasts over the next 5 years. And they have pledged to deliver a set of policy actions that would produce this result
to be specified at the time of the Brisbane G20 Leaders Summit in November. But what could those actions consist of? Certainly, it will require structural reforms and cyclical policies. But in general, the challenges in most countries are to increase the productivity of the service sector, to introduce reforms in labor markets to make them more effective, efficient, and just, increase infrastructure spending where that lack of infrastructure creates productive bottlenecks. I think we'll hear about it in India, that's certainly a case. And importantly, to make significant progress on the reform of the financial system, not only internationally to combat the fragmentation that Christiane spoke about earlier, but also to make the system. Je vais vous demander de bien vouloir conclure parce que je vais être obligé de vous appliquer la rigueur du FMI pour ce qui concerne le temps de parole. Bien sûr. So, right now, the outlook for capital spending this year, last year and this year in both developed and emerging economies, advanced and emerging economies, is a decline. And this year for the emerging markets, capital expenditures will drop by about 4% after a decline of 4% last year. That includes in the BRICS, and that's the first trend decline since the 1990s. So the point here about emerging international investment is straightforward. First, the case for long-term optimism about the emerging economies and about the global economy in general, but especially emerging economies, is straightforward, and I don't need to repeat it, but it can't be taken for granted. First of all, the outlook for the emerging economies is not independent of that in the rest of the world, despite the growth, for example, in South-South investment, because about more than 40% of capital expenditures comes in energy, metals, and mining. Those are the elephants in the room, and they are either falling or stagnant right now. Second, the outlook for emerging market investment will not be produced by a static environment, but will require policy actions and structural changes, and hence that will usher in the kind of country picking that we heard about. And finally, as I've said already, in the financial sector, there's need for completion and stabilization of the rules of the game for international financial relations, but also domestic financial reforms, especially in emerging markets. I'd say there's room for a lot of optimism, but there's also a need for action. Thank you. Je me tourne maintenant vers Madame Ahluwalia, qui nous vient de l'Inde. Madame, vous avez entendu ce réalisme qui s'exprime au sujet des pays émergents. Vous êtes un grand pays émergent. Quel est votre point de vue sur cette question? Est-ce que l'optimisme, mais en même temps ce besoin de réalisme, ce besoin de stabilisation, vous le ressentez également? Very good morning to everybody, and I also take this opportunity to thank the organizers for giving me a chance to speak to this very learned and interested audience. I will speak of investment frontiers from the perspective of an emerging market of India. Now, Indian economy grew at a rate close to 8% per annum during the period of 2001 to 2011. There was a significant slowing down to an average growth of 5% in the last 2 years. And this was only partly due to the global slowdown, and I would say largely due to some policy lapses domestically. A few weeks ago, we elected a new government. For the first time in 20 years, we have a government with absolute majority
of a political party which is right of center, which has made recovery of growth one of its principal agendas. And I believe, given that the foundations are there, it should be possible for us to get back to the track of at least 7% growth within the next 2 to 3 years. Now, as India resumes its journey to rapid, inclusive, and sustainable growth, we will see many cities expanding at the periphery. We will need to develop new cities. And what is more, we will need to fix the 8,000 plus cities and towns that we have in India. To give you a sense of the magnitude, only 33% of Indian population lives in urban areas, but urbanization is gathering momentum with rapid growth, and urban population is projected to increase from 377 million in 2011 to 600 million by 2031. Urban GDP contributes about 2/3 of the total GDP, and this is projected to increase to 75% by 2031. Today, we have 52 cities with population of 1 million and above. This is expected to increase to 87 by 2031. India's cities suffer from a huge urban infrastructure deficit. But that is not all. When you add to that the very poor state of governance of our cities, you find that the state of public service delivery in Indian cities is abysmal. So this is the opportunity that we are talking about, and it is not only country picking, it is actually state picking, because urban development is really in the domain of the state government and the city governments. We have not come to a stage where city governments are financially autonomous, they have the capacity to plan, manage, but with the state government providing an enabling environment, we are already seeing a lot that is happening on the urban front, also with the help of a strategic initiative of the central government. One estimate puts the need for urban infrastructure investment at $800 billion. But it is not only investment. You need investment and innovative solutions to financing this investment. India has been experimenting with public-private partnership. Now, even generally in infrastructure areas, when you talk of public-private partnership, there is problem of risk assignment, there is problem of openness, transparency in competitive bidding, there is need for dispute resolution. All these problems become even more complex when you are talking about public service delivery through the private sector. So we need to really have clearer guidelines and rules on how public-private partnership will work. We have also seen some innovative ways of financing urban infrastructure projects. I will only share one example with you. I have recently published a book called Transforming Our Cities in India, which gives a number of examples of innovations that we have seen. In the city of Alandur, which is in the suburbs of Chennai, earlier known as Madras, in the state of Tamil Nadu, this city has a population of 150,000. As late as 2002, this city had no underground sewerage network. With human leadership, new technology, and innovative financing, a project which had capital cost of 35 million rupees was able to attract the public to put down deposits of 13.5 million rupees. Originally, the idea came from the World Bank that we will provide you funding
Government of India was giving 50% of the funding. The World Bank said, if you can get 3.5 million rupees from the public, we will give you the rest at 16% loan. The project was so successful in gathering this 13.5 million that in the end, the state government said, thank you very much to the World Bank. We don't need the loan at 16%. We will give the additional amount. And this project, by 2005, we had 100% underground sewerage and a sewage treatment plant and full cost recovery. This is only one example. Through the use of GIS in planning, through IT in e-governance, the city governments are responding to the demand for better governance. And I think that really is the crux of what we need to do. Of course, the areas of wastewater treatment, solid waste management, public transport, urban roads are crying for solutions. There are already French companies like Lafarge in the area of affordable housing, Veolia in the area of drinking water that are contributing to this transformation. But what I tell you is there is this tremendous opportunity for investment. We need to match this with better governance, and we could transform the scenario of urban India. Thank you. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais donner la parole maintenant à Bruno Lafont de Lafarge. Votre compagnie vient d'être citée, mais je voudrais vous demander d'insister plus particulièrement sur le climat politique, qui est évidemment un des vecteurs qui peut attirer ou au contraire repousser les investisseurs. Je vous remercie de me donner la parole. Je trouve que le sujet qui a été choisi cette année est un sujet absolument fondamental et les entreprises ont beaucoup à voir dessus et je vais essayer d'être le plus concret possible. Pour moi, les acteurs de l'investissement, ce sont des personnes, je dis bien des personnes qui croient en l'avenir, en leur avenir et qui croient qu'ils peuvent, en mettant leur argent dans un projet, devenir plus riches. C'est la base de tout. Ils croient en l'avenir, ils sentent la croissance. Ils ont suffisamment confiance dans l'environnement dans lequel ils vont investir. Alors cette confiance est bien entendu tempérée, c'est pourquoi ils empruntent et c'est pourquoi ils mettent toute leur énergie sur leurs projets, les entreprises aussi. Mais les investisseurs sont d'autant plus incités à investir qu'ils savent que les gens qui investissent sont aimés, reconnus, encouragés et, bien entendu, car le retour sera meilleur, dans un contexte certes risqué, mais qu'ils ont confiance de pouvoir maîtriser. Les nouveaux investisseurs sont pour moi dans les pays émergents et dans les technologies, et je vais essayer de traverser ces deux sujets. Les pays émergents ont compris que l'investissement est la condition de leur développement. Ils sont tous en chasse d'entrepreneurs de tout poil, locaux ou étrangers. Ils progressent sur tous les plans pour créer les conditions les plus favorables à l'investissement. Ils se savent en compétition et rivalisent d'efforts pour montrer et bâtir leur propre attractivité, absolue ou relative. Nous le voyons partout, et notamment en Afrique subsaharienne, dont on a déjà parlé. Incroyable progrès réalisé depuis 30 ans. Il y a 30 ans, nous n'investions pas dans les pays émergents. Les fonds d'investissement, notamment aux États-Unis, savent que la technologie, le progrès technique, peuvent connaître des lendemains extraordinaires. Ce n'est pas nouveau, mais cela n'a jamais été aussi important, vaste et englobant. Je n'ai jamais vu autant de start-up très bien et lourdement financées qui cherchent à faire progresser les matériaux de construction. Difficile à imaginer quand on sait qu'on n'a jamais trouvé un produit capable de se substituer au ciment depuis 200 ans. Pourquoi cela n'était pas vrai il y a 20 ans? Parce que l'argent était moins abondant, parce que les enjeux du monde alors n'étaient pas encore celui de l'urbanisation ou celui du changement climatique, parce qu'il y avait moins d'argent, moins d'enjeux et trop de risques. Et quand on regarde ce bouillonnement, on se demande pourquoi certains pays développés se laissent distancer. Protectionnisme, peur de l'étranger, manque de confiance dans l'avenir, perte de culture économique, perte de culture de l'entreprise et bien entendu tout ce qui va avec, qui est perte de compétitivité et perte d'attractivité. Revenons 3 minutes à l'essentiel. Il n'y a pas d'investisseur sans espoir de retour sur investissement et il n'y a pas d'investisseur sans appréciation de l'attractivité et des risques. Sur l'attractivité, il peut juger et il a un choix de plus en plus étendu.
Sur le risque, il ne sait pas, alors il répartit ses risques. Alors que font les entreprises comme Lafarge, dont le business est totalement corrélé à l'acte d'investir, puisque nous sommes investis lourdement dans 65 pays et pour à peu près 50 ans sur chacun de nos gros équipements. Et la deuxième chose, c'est que nos clients sont des investisseurs parce qu'ils construisent. Alors c'est assez simple, nous investissons dans les pays émergents et dans la technologie. Dans les pays émergents, ce n'est pas seulement les BRICS, c'est tous les pays émergents. Et nous y apportons notre technologie parce que de plus en plus, et nous avons développé des laboratoires de construction durable dans les pays émergents, maintenant nous en avons 4, et nous allons développer ça. Bien sûr, nous avons des critères de choix d'investissement. Et bien sûr, ces choix d'investissement dépendent des conditions de chaque pays. Bien sûr, nous équilibrons nos risques. Aucun pays émergent ne fait plus de 5% de nos ventes. Et nous sommes chaque jour plus rigoureux dans l'allocation de nos fonds pour dégager les meilleurs retours sur investissement possibles. Nous faisons de la recherche plus que tous nos concurrents pour que nos clients réussissent, pour que leur investissement en construction soit rentable, et nous n'hésitons pas à nous associer à des start-up ou à des entreprises de microcrédit pour développer 2 gisements de progrès essentiels dans notre domaine, la construction durable et le logement abordable. Enfin, nous investissons dans les femmes et dans les hommes dans tous les pays. Nous n'avons jamais formé autant de maçons ou d'artisans de rénovation. En fait, nous sommes en dehors de nos frontières depuis longtemps, et bien que vieux Européens, nous sommes, comme les nouveaux investisseurs, dans les nouvelles frontières, et c'est là où seront nos concurrents de demain. En bref, nous voulons anticiper en permanence le besoin du monde. Notre ambition, par exemple, est de construire des villes meilleures. C'est ça, Building Better Cities, pour ceux qui en veulent le plus, bien sûr. Nous anticipons sur les enjeux du futur, et c'est pour cela que nous avons réfléchi et mis en œuvre des alliances pour pouvoir accélérer. Les nouveaux investisseurs dans les nouvelles frontières n'arrêtent pas d'anticiper sur les territoires où ils rencontrent un climat de confiance. Et pour conclure très simplement, je dirais quelque chose qui est complètement tautologique, mais il n'y a pas d'avenir sans investissement et il n'y a pas d'investissement sans vision d'avenir. C'est une leçon de base de l'économie que nous vivons au quotidien. C'est par l'investissement que tout a commencé, que tout commence et que tout peut recommencer. Et quand je pense aux pays qui sont en panne, il faut qu'ils sachent que tout peut recommencer. Encore faut-il s'en donner les moyens. Et j'espère que le monde, après l'introduction de M. Lipski, puisse trouver les moyens non seulement de réguler la finance, mais de la drainer vers les vrais besoins d'investissement rentables. Merci beaucoup. En plus, vous avez tenu le temps. Formidable. On voit que vous êtes un entrepreneur. Voilà. Je me tourne maintenant vers Monsieur Mostafa Terrab. Bonjour, monsieur. Vous êtes le président de l'Office chérifien des phosphates. Je vous rappelle la règle du jeu. Vous avez 5 minutes de temps de parole. Lorsqu'il a fait son introduction, Christian de Boissieu a beaucoup insisté sur l'Afrique, qui devient un continent d'expansion économique très important, mais qui en même temps, ça c'est moi qui l'ajoute, ce n'est pas lui qui l'a dit, devient également un lieu d'affrontement politique et économique de la part des pays qui s'intéressent à ce continent, Chine, États-Unis, Golfe, pays du Golfe, également ancienne puissance coloniale, Angleterre, France, bref, on ne sait pas trop si l'Afrique va profiter de ces investissements ou au contraire être un peu plus encore déshabillée par la confrontation politique à laquelle se livrent toutes ces grandes nations. Monsieur Terrab. Merci. D'abord, permettez-moi de m'excuser du retard. Je ne savais pas que la session, on ne m'avait pas averti que la session avait été avancée. Et voilà, donc j'avais 10 heures dans mon programme. Bien, l'Afrique, effectivement, comme nouvelle frontière d'investissement, et peut-être même comme un impératif d'investissement. Et là, cet affrontement que vous venez d'évoquer, nous ne le voyons pas, en fait. Nous ne voyons pas d'affrontement entre les États-Unis, la Chine, ou entre les anciennes colonies et d'autres pays pour investir en Afrique. En fait, il n'y a pas de compétition. Les pays... Ce que nous constatons, c'est que les pays du Nord, dans une large mesure, n'ont pas, et les entreprises du Nord, à part quelques exceptions, et Lafarge en est une, très clairement, n'ont pas de stratégie africaine. Disons-le clairement. Des pays comme la Chine ont une stratégie africaine. Je dirais que le seul pays européen qui a une stratégie africaine, c'est la Turquie.
Alors, pardon ? Oui. Alors, cet impératif d'investissement, on est surpris. On parle beaucoup de l'apport, et je pense que c'est un des thèmes de cette conférence, que l'investissement devrait avoir sur la croissance, cette recherche de croissance. On sait très bien qu'en 2009-2010, le service qu'a rendu la Chine à l'économie globale, parce qu'elle a continué à croître, et aujourd'hui, pour nous, il est très clair, en tout cas en tant que Marocains, Africains et entreprises marocaines, que le vrai relais de croissance sur les 10 prochaines années, ce sera l'Afrique. Et ce sera l'Afrique qui va rendre service à l'économie globale. On voit déjà des taux de croissance de près de 10% dans certains pays africains. Et là, on voit aussi, je dirais, un gap de perception. Vous avez parlé des risques, de l'appréciation des risques et des opportunités en termes d'appréciation des risques. Alors, je vais vous donner juste deux idées. L'appréciation des risques dans des pays africains est bien au-delà, je dirais, par l'investisseur. On se demande même si ça n'est pas un prétexte, une excuse d'utiliser pour ne pas investir, qui est bien au-delà de la réalité sur le terrain. En fait, l'Afrique n'a pas le monopole de conflits, bien au-delà, il y a des conflits partout. Et une figure intéressante ou une donnée intéressante, c'est que ce sont les pays où il y a les plus de conflits qui sont en plus forte croissance. Si on fait ce graphe, on verra qu'il y a une corrélation très intéressante. Ça ne veut pas dire que qu'il faut encourager les conflits, bien entendu. Mais permettez-moi, dans les 3 minutes qui me restent, de faire la démonstration de cet impératif d'investissement dans le domaine dans lequel nous évoluons, c'est celui des engrais et donc de l'agriculture. Et vous verrez que je pense qu'il va y avoir un nouveau choc des matières premières qui arrivera quand l'Afrique commencera, pour les besoins de sa croissance propre, à consommer ses propres matières premières. En termes agricoles et en termes d'engrais, nous y sommes pratiquement. En 2050, chacun de nous, au niveau global, ne pourra bénéficier que de la moitié des terres arables par capita dont nous bénéficions aujourd'hui pour nous nourrir. 80% des terres arables africaines ne sont toujours pas exploitées. On en aura besoin au niveau global. Ces 80% représentent 60% au niveau global des terres arables disponibles. Okay ? Les 20% qui sont exploités sont largement sous-exploités. Si nous faisons aujourd'hui le calcul de qu'est-ce qu'il faudra en termes d'engrais, par exemple, consommer sur le continent africain, qui consomme une toute petite partie, une partie infime des engrais au niveau global, nous parlons de 20 millions de tonnes, d'un besoin d'investir plus de 30 milliards de dollars en moyens de production d'engrais sur le sol africain. Mais ce sont des matières premières qui existent en Afrique. Aujourd'hui, elles sont exportées pour fabriquer des engrais ailleurs, pour les besoins de l'agriculture ailleurs qu'en Afrique. Et c'est le produit fini qui est réimporté en Afrique. Le schéma classique. Nous, à l'OCP, nous avons décidé d'investir en Afrique. Nous avons déjà investi 3 milliards de dollars dans des productions d'engrais, à peu près 3 millions de tonnes pour l'Afrique. Et croyez-moi, la demande est là. Je voudrais juste vous dire que ces investissements, et Bruno Lafarge en a fait aussi une démonstration. Bruno Lafont, pardon. Excusez-moi. Il va m'appeler Mustapha à l'OCP bientôt, mais a dit quelque chose qui est très important. On n'investit pas en Afrique et dans les pays émergents de la même manière qu'on investit ailleurs. C'est-à-dire ce qu'on prend pour de l'argent comptant ailleurs, c'est-à-dire l'existence de capacités en termes de sous-traitance, de PME industrielles, d'un écosystème de compétitivité. En Afrique, il faut le créer de manière volontariste. Ce qu'on appelle la responsabilité sociale d'entreprise ailleurs n'est pas quelque chose qu'on fait à part de la production en Afrique. Donc, ces investissements que nous concevons en Afrique se font en concevant en amont des actions que vous appelez, vous, de la responsabilité sociale d'entreprise, qui, pour nous, c'est du bon sens, de formation, n'est-ce pas, d'accompagnement de notre écosystème pour qu'il devienne véritablement un relais de compétitivité pour l'entreprise. Je vous donne un exemple pour finir. L'OCP, à l'heure actuelle, investit et forme 12 000 jeunes au Maroc
qui ne vont jamais travailler avec l'OCP. Ce sont des jeunes que nous formons, que nous finançons la formation, et qui vont travailler avec nos sous-traitants, qui ne vont jamais travailler à l'OCP, mais c'est un relais de compétitivité fondamental, c'est un investissement fondamental. Est-ce que les marchés financiers et les investisseurs considèrent que c'est un investissement légitime? Là est la question. Et tant que les investisseurs ne considéreront pas que ce genre d'investissement dans l'écosystème et qu'ils feront une lecture trop stricte de ce que c'est que le périmètre d'une entreprise, ce qu'elle peut faire, ce qu'elle ne peut pas faire, eh bien, nous n'aurons pas les investissements qu'il faudra pour trouver justement ce relais de croissance dont le monde a vraiment besoin en Afrique. Merci. Merci beaucoup et merci au passage de nous avoir montré que dans notre pays qui se veut rationnel, eh bien finalement, les Africains peuvent être encore plus rationnels et directs que nous ne le sommes parfois. Nous avons peut-être un peu tendance à compliquer les choses. Merci beaucoup, en tout cas, de votre intervention. La parole est aux étudiants. C'est le Cercle des économistes qui l'a voulu, mais c'est une très bonne chose. Le T-shirt l'indique, d'ailleurs. La parole est aux étudiants. Et Capucine Marteau est une des lauréates du concours et elle a une question à poser à nos invités. Bonjour. Donc, merci de me donner la parole. Bonjour à tous. Je vais simplement rapidement commencer ma question par deux constats. Premier constat, on l'a beaucoup fait. On est aujourd'hui dans un environnement qui est très favorable à l'investissement, avec des liquidités abondantes et des flux de capitaux décloisonnés. Et en même temps, on a aujourd'hui une nécessité croissante de prendre en compte les enjeux de responsabilité sociale et environnementale. Donc ma question, c'est pourquoi est-ce qu'on ne s'oriente pas plus aujourd'hui vers un investissement éclairé, c'est-à-dire un investissement productif en termes de valeur ajoutée financière, mais aussi en termes de valeur ajoutée sociale et environnementale. Et en particulier, j'aimerais interroger le panel sur la question de l'entrepreneuriat social. Pourquoi est-ce qu'on n'investit pas plus dans ce secteur qui est encore aujourd'hui trop considéré comme un secteur en marge de l'économie actuelle, alors que son intérêt est justement de proposer un nouveau modèle de croissance et de société plus inclusive et plus durable? Monsieur Lipski, peut-être? Vous qui avez une vision globale des marchés financiers. Well, thank you. Certainly, investors want to, presumably, want to invest in areas that are most highly valued, and therefore there's no inherent contradiction between social utility and focus of investment. Clearly, there's been increased concern about things like environmental effects of growth. And as you know, and I suspect many of our panelists could tell us in very great specific detail of the opportunities, specific opportunities that lie in investment that will improve environmental standards. In general, it strikes me that there are two factors that are needed. One on the, let's call the supply of funds side. As I mentioned earlier, we're in a period of transition of still substantial reforms in the financial system that are being applied, nowhere more relevant than in Europe this year with the combination of the reform of the banking, or let's say the steps toward banking union, that in the short run create uncertainty and in the long run, if done effectively, will produce good results. And on the demand side for funds, greater clarity of the rules of the game, including legal rules, that make the returns more reliable. So it strikes me that this is a mission possible and it should be done. Bruno Lafont, Cimentier. Je vais répondre de manière pas théorique parce que je pense que ce n'est pas à moi de dire que les entreprises ne sont pas des philanthropes, mais qu'en revanche, effectivement, il y a un certain nombre de valeurs avec lesquelles elles doivent se comporter et que généralement, ces valeurs sont source de vraies valeurs et de progrès. Et c'est là où on retrouve le bon cycle qui est que l'investissement rapporte de l'argent. Je vous donne juste un exemple. Nous avons découvert qu'il y avait un potentiel de marché très intéressant dans les bidonvilles de Rio, où nous sommes fortement présents.
Je suis allé il y a 2 semaines dans le bidonville de Rio. Nous avons lancé une initiative avec une association qui en fait gagne de l'argent avec l'assistance d'entreprises de microcrédit. Et nous formons des femmes qui habitent dans ce bidonville à réparer leur maison, c'est-à-dire à coller des carreaux, à couler un peu de béton, etc. Ça va créer des emplois, ça va créer du business et ça va certainement enrichir à la fin tous ces habitants de bidonville parce que leurs bâtiments ne sont pas tous en tôle, ils ont vocation à prendre de la valeur au fur et à mesure qu'ils l'améliorent. Donc vous voyez, et ça, donc il y a un lien avec notre business et il y a un lien effectivement avec le développement social. Donc il y a une vraie compréhension à trouver effectivement entre ces pistes, mais tout ça n'est pas simple parce qu'il faut trouver les financements, hein, et là aussi il faut trouver les fonds. Merci beaucoup. Pour conclure, peut-être je reprendrai la phrase que M. Terrab a utilisée tout à l'heure. C'est une question de bon sens, finalement. On s'aperçoit que business et puis investissement dans le social, investissement dans l'avenir, finalement, qui est l'environnement, eh bien, c'est une question de bon sens. Christian de Boissieu, je vais me tourner vers vous parce que l'heure est arrivée pour nous de conclure. Il faut laisser la place au suivant. Je vais reprendre 2 ou 3 conclusions que je tire pour ma part de cet échange. Olivier, tu viens de dire que c'est une question de bon sens. Je pense quand même que les marchés financiers sont en retard par rapport aux entreprises dans leur volonté et leur capacité d'intégrer les différentes dimensions dont on vient de parler. La dimension économique, sociale, culturelle, etc. Alors, ce retard, il sera comblé. La question est de savoir combien de temps il faut pour arriver à mieux intégrer les critères financiers et les critères extra-financiers. Deuxième conclusion, mon voisin a rappelé en quelque sorte nos entreprises au Nord, tu ne visais pas la France, mais moi je pensais quand même aux entreprises françaises, j'ai parlé des ETI et des PME françaises, ont quand même besoin d'avoir une vraie stratégie africaine. Elles ont moins de stratégie africaine que de stratégie asiatique aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de jeu à somme nulle entre les deux. On peut avoir les deux et il faut avoir les deux. Troisième remarque, Madame Ahluwalia a posé des questions très importantes sur le rôle de la ville comme point de rencontre de l'économique et du culturel, comme point de rencontre des financements publics et privés. Un mot là-dessus, parce qu'elle a évoqué une expérience très concrète de finances participatives, on dirait en anglais crowdfunding. Elle a évoqué le fait que dans cette ville de 150 000 habitants, les pouvoirs publics avaient fait appel en quelque sorte au public, aux déposants, pour cofinancer argent public, argent privé, un certain nombre de projets. Ça évoque un problème plus général qui nous concerne tous, pays du Nord comme pays du Sud. Je pense que l'avenir est évidemment à plus de financement décentralisé et la finance participative, comme d'ailleurs la microfinance en sont des exemples. Le débat me paraît être le suivant. Il faut laisser se développer ces initiatives décentralisées. En même temps, le rôle des pouvoirs publics et des régulateurs, c'est d'éviter des accidents qui pourraient tuer la confiance pour quelques années. Et en tant que membre du collège de l'AMF en France, moi je suis très concerné par ce débat. Comment trouver l'équilibre entre, d'un côté, laisser vivre les initiatives financières décentralisées et de l'autre, éviter, je répète, l'accident qui pourrait être une perte de confiance dans un contexte où véritablement le débat porte aujourd'hui sur le retour de la confiance. Nous laissons la place à la table ronde suivante.